Le premier problème qu'on a réglé, c'est le temps. Yeah. Quand tu viens à l'université, tu retrouves beaucoup de gens que tu n'as pas les mêmes mentalités, les mêmes croyances, les mêmes démarches. Donc là, tu commences à gagner en maturité. Alors, vous allez? Ça va très bien. Je te laisse te présenter. Bonjour à tout le monde, moi c'est Abdoulaye Saro, je suis le CEO et fondateur de Set Allemand. Set Allemand, c'est un service de nettoyage et d'entretien des chaussures qu'on a mis en place il y a quelques mois de cela. Ok, nettoyage, entretien de chaussures. On va revenir sur ça tout à l'heure. Donc, alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire en commençant par la partie avant le bac, quoi? Avant le bac, oui. Comment est-ce que ça se passe? Bon, déjà, moi, je suis natif de Ziguinchor. Ah ouais. J'ai fait le lycée, le collège et le primaire à Ziguinchor. Après le bac, j'ai rejoint Dakar, au sein de l'université de Dakar. Great. Selon toi, voilà, avant le bac, est-ce que tu étais bon élève? Tu étais quel genre d'élève? Bon, déjà, j'étais l'élève intelligent, mais un peu fuyard. Je fuyais un peu les cours et tout, mais quand même, je sortais jamais des 5 premiers de ma classe, en tout cas. Wow. So, tu séchais beaucoup les cours, mais tu parvenais à avoir de bonnes notes. Comment est-ce que tu faisais? Comment est-ce que c'est possible? Parce que, bon, selon les gens, pour avoir de bonnes notes, il faut être régulier dans les cours. Comment est-ce que tu faisais pour avoir de bonnes notes? Bon, déjà, faire les cours et apprendre, c'est pas la même chose. Déjà, moi, j'apprenais les cours. J'avais d'autres trucs à faire à côté et je cherchais un peu les cours et tout. Mais quand même, j'apprenais et tout. Jusqu'à présent, c'est cette même méthodologie qui m'a suivi, qui m'a permis de faire business études. Yeah, je comprends. C'est-à-dire que le plus important pour toi, c'est le travail que tu fais après le cours. C'est pas forcément durant le cours. Et moi aussi, bizarrement, c'est ce que j'ai remarqué. Les meilleurs élèves dans les voilà quoi. Les meilleurs élèves, c'est toujours ceux qui travaillent après le cours. Voilà, ça dépend de comment est-ce que tu gères ton temps après le cours. Et quelle a été ta première activité qui t'a permis de gagner de l'argent? Ta première activité dans la vie? Bon, quand j'étais plus jeune, vers 16 ans, 17 ans, je suivais mon papa parce qu'il est ingénieur génie civil et tout. Je le suivais dans ses sentiers, être mon premier comme manœuvre pour essayer de m'apprendre un peu les métiers et tout. Mais quand même, il me payait parce qu'il me disait que je faisais de l'effort, que je finissais de l'effort et tout. Donc, en tout cas, si je me rappelle, c'était les premières activités que je faisais en tant que... Yeah. Imagine-toi, à 16 ans, tu commences à faire des activités. Au même moment, je suis sûr que tu avais des amis qui, voilà quoi, qui n'étaient pas très intéressés par le travail. Ils se disaient que okay, 16 ans, c'est le moment de... Voilà, c'est toujours la période pour en profiter, etc. Ouais. Et après ça, tu es venu à Dakar. Ouais. Tu es venu à l'université. Alors, à l'université, est-ce que tu as pu être déjà orienté dans la filière que tu voulais faire? Bon, déjà, moi, j'ai eu un bac S2 d'office, donc j'avais la possibilité à l'époque de faire la médecine, de faire les sciences techniques, mais j'ai choisi de faire les finances à la FASEC parce que je me sentais plus à l'aise avec des chiffres et aussi j'avais cette intuition qu'il y avait quelque chose à moi que je pouvais exploiter. Ok, et quand tu parles de chiffres, tu parles en même temps d'argent? Les millions. Les millions, les milliards. Les entrepreneurs, c'est toujours comme ça, hein, mais c'est bien d'aimer l'argent, quoi. Parce que si on n'aime pas l'argent, on ne peut pas travailler, on ne travaille pas. Et à l'université, c'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué quand tu es arrivé à l'université? Bon, déjà, la première remarque que j'ai fait au sein du campus social, je me suis dit, wesh, ici, c'est la prison, mais sans monote. C'est ça que je me suis dit. Mais quand même, j'ai su apprendre beaucoup de choses là-bas. Il y a des points négatifs, mais aussi il y a des points positifs. Okay. Et quand tu parles de points négatifs, tu peux nous donner un exemple? Aujourd'hui, au sein du campus de l'Université Cheikh Anta Diop Dakar, comme dans les autres campus des autres régions, il y a cette masse inactive condensée. C'est-à-dire, quand tu prends les chiffres, le nombre d'entrants de chaque année est très supérieur au nombre de sortants. Donc là, cette masse qui est inactive là-bas, à un moment donné, je me suis posé la question, qu'est-ce que tous ces gens font là? Des gens de 30 ans, 40 ans, qui n'arrivent pas à sortir au sein du campus et prêter les places à leurs petits enfants, à leurs petits frères.
C'est-à-dire, il y a aussi cet aspect-là que tu te poses, tu te dis, donc, ils ne sont pas là seulement pour les études. Ah ouais. C'est à cause de beaucoup de fléaux que tu entends actuellement. Mais normalement, on ne devrait pas avoir ça, sachant qu'il y a la possibilité de cartoucher. Tu fais une année 2 fois et puis... Exactement, mais tous ces règlements ne sont pas respectés. Ah bon? Il y a des gens qui continuent à faire beaucoup d'années à l'université alors qu'ils n'avancent pas. Il y a des gens même qui renouvellent leur comment dirais-je, qui utilisent des inscriptions alors qu'ils ne font même pas cours. Waouh, c'est extraordinaire ça. Ça c'est une. Et dans les points positifs, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, dans les points positifs, quand tu viens à l'université, tu retrouves beaucoup de gens que tu n'as pas les mêmes mentalités, les mêmes croyances, les mêmes démarches. Donc là, tu commences à gagner en maturité, la tolérance, de l'humilité, tu essaies d'interagir de façon très correcte avec tout le monde. Du coup, quand tu sors, tu es un bon homme en fait. Ça c'est exact, hein, parce que moi aussi quand j'ai débarqué à l'université pour la première fois, j'étais un peu dépaysé. Tu es dans un monde qui est totalement différent, quoi. Tu es totalement différent, tu rencontres énormément de gens, les mentalités ne sont pas pareilles comme tu l'as dit, et puis il y a énormément de choses qui sont différentes de l'école, du lycée par exemple. Yes. Alors, quand tu es arrivé à l'université, est-ce que, bon, après, on parle de... Actuellement, tu es toujours à l'université? Ouais, je suis en année de licence actuellement. En année de licence, 3e année. Ok. Et est-ce que tu as eu des problèmes par rapport au cours? Parce qu'il y a énormément de gens qui viennent. Moi, je connais des gens qui étaient très bien au lycée, qui avaient un très bon niveau. Et une fois à l'université, il y a le niveau qui baisse. Est-ce que tu as eu ce souci-là? Non, pas de façon très concrète. Pas de façon très concrète. En tout cas, bon, je continue les mêmes livres, j'apprenais des cours de l'année et tout. Ok. C'était la transition. Ok. Et c'est à l'université que tu as démarré ton business? Ouais. Et c'était en quelle année? Tu étais en quelle année quand tu as démarré ton business? Quand je démarrais cet allemand, j'étais en 2e année à la fin. Ok. En 2e année, comment déjà l'idée t'est venue? Déjà, dès la première année, à la FASEC, vous savez, on fait des cours comme d'économie d'entreprise et autres. On avait beaucoup de notions de la création d'entreprise, de la question des richesses. Et puis en même temps, les profs nous insistaient dans ce sens-là. Il faut créer, il faut innover et tout. Il y a un professeur, le professeur Dankoko, il nous incitait à être créatifs dans l'avenir et tout. Avec tous ces bagages intellectuels et aussi petite réflexion poussée, on a aussi trouvé une problématique. On a une solution. Donc normalement pour toi, l'université t'a été utile parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que l'université, voilà quoi, c'est pas vraiment utile, c'est pas, voilà, parce que après, ce qu'on constate, ça c'est des faits. C'est que la majeure partie des gens qui sortent de l'université et qui ont un diplôme, soit ils n'ont pas de travail, soit même quand ils ont un travail, ils vont travailler dans un autre secteur qui est différent de la filière qu'ils avaient fait. Pour toi, qu'est-ce que tu penses de l'université globalement? Des études supérieures? Globalement, des études supérieures au Sénégal, ici, moi je trouve qu'on n'incite pas trop les jeunes à être actifs. C'est-à-dire cette inactivité-là, ça implique beaucoup de choses. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez la France, moi mon petit frère il est en France, 12 heures de temps de cours, 12 heures de temps de boulot. Après l'enfant va commencer à gagner en maturité. Si tu vas commencer à gérer sa vie dès l'âge de 19 ans, 20 ans, 21 ans. Dès 24 ans, c'est top. Ici au Sénégal, c'est ça qui nous manque un peu. Mais quand tu es un peu débrouillard, tu vas t'en sortir. Tu t'en sors. C'est vrai que moi, j'ai la même conviction, hein, parce qu'on est un pays en développement. Il y a énormément de choses à faire. C'est pas comme la France, c'est pas comme les États-Unis où tout est déjà fait. Tout est déjà fait. Ici, il y a même des types de services. C'est-à-dire, les gens ont besoin de ces services-là, mais il n'y a personne qui en propose. La preuve aujourd'hui, un service de nettoyage, on va revenir à ton idée de projet, mais il y a énormément de choses que les gens peuvent faire et puis développer des choses pour développer quelque chose, une entreprise du moins,
un business alors que le besoin est là. Il y a énormément de choses. Il y a même les trucs de marché saturé là, moi, j'y crois pas. Non. Parce qu'on ne peut pas saturer un marché qui est en train de se développer. C'est-à-dire, quand on parle de marché qui est en train de se développer, c'est-à-dire que les clients, ils continuent d'augmenter. Comment est-ce qu'on peut saturer ce genre de marché-là? Pour un peu rejoindre ce que vous venez de dire, avant-hier, j'étais en émission de télé. Je disais à la femme, je dis, moi, je ne crois pas qu'il y a des problèmes de marché. C'est-à-dire, moi, je vois que des opportunités de solutions. Aujourd'hui, avec cet allemand, moi, j'avais vu seulement un petit problème. Par exemple, que les gens ne nettoient pas le chaussure. Donc, c'est un problème. C'est pas mon affaire. J'allais m'arrêter là. Mais j'ai poussé la réflexion parce que je savais c'est un problème, mais c'est une opportunité de solution. Problème égale opportunité. C'est une opportunité de solution qui se présente à moi. Donc, c'est à moi, personnellement, de pousser la réflexion, de trouver une solution. Aujourd'hui, vous parlez de beaucoup d'activités génératrices qui sont là, de revenus qui sont là. Aujourd'hui, quand vous prenez les vendeurs de café, c'est de l'argent. Mais aujourd'hui, s'il y a un jeune qui essaie de digitaliser ça, c'est de l'argent. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Mais c'est juste qu'on n'a pas cette culture. Aujourd'hui, les mamans ou bien les papas aiment voir leur fils porter des costumes, aller en centre-ville. Même s'il gagne 100 000 francs, c'est bon. L'essentiel qu'il se lève à 7 heures, qu'il a un bureau. Mais aujourd'hui, un petit livreur qui suit les rues de Dakar, il fait 300 000 le mois. Mais son papa le regarde comme oui, quelqu'un qui n'a pas réussi, quelqu'un qui a échoué dans sa vie. En fait. Alors qu'il peut garder 300 000 à côté. C'est tout à fait ça. Hein. Et toi, avec tes parents, comment est-ce que ça s'est passé quand tu t'es lancé dans ce genre de business-là? Bon, je dirais pas parents, je dirais entourage. Déjà, moi, je suis parti très solo parce que je savais que déjà, l'Africain, le Sénégalais n'a pas cette culture de création, mais d'invention. Donc, je me suis préparé à ça psychologiquement. Je savais que les gens ne vont pas y croire. Mais il y avait une cible à atteindre. Donc, c'était ça mon objectif. C'était pas la famille, c'était pas l'entourage. Il y avait le marché à comprendre. Il y avait d'autres facteurs à comprendre et essayer de les maîtriser. Et à un moment donné, que tu le veuilles ou non, ils vont te voir, ils vont t'appeler au téléphone, ils vont te voir partout. Donc là, tu auras le décision. Mais au commencement, là, c'est mort. Ça, c'est une très belle leçon. C'est que au début, personne ne va te croire. Et c'est comme ça. Hein. Tu étudies un peu l'histoire des prophètes. Au début, mais personne ne les croit. Exactement. Personne ne les croit. Mais c'est avec de la persévérance, c'est avec de l'endurance, c'est avec voilà. C'est en étant constant que les gens finissent par te comprendre, que les gens finissent par adhérer à ton idée, par accepter ta décision. C'est aussi simple que ça, quoi. Et comment est-ce que le démarrage s'est fait? C'est-à-dire, comment est-ce que tu es passé de l'idée à l'action, au démarrage effectif du business? Bon, à l'époque, c'était avec un camarade de classe et de chambre, autant pour moi, que je partageais le même lit. L'idée est venue par simple constat. On voit au sein du campus, même nos frères de la même chambre, on ne travaillait pas dans ce sujet. On venait importer, on allait en salle. Et j'ai poussé la réflexion hors campus. Quand je vais en ville, je vois la même chose. Les gens ne nettoient pas le sujet. Et tu démarchais. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Après, j'en ai parlé à mon collègue. Je lui ai dit, parfaitement, c'est un problème. On va essayer de trouver une solution. J'ai dit, d'accord. J'ai fouillé, j'ai commencé à fouiller. Même à l'époque, je me suivais sur les réseaux. J'apprenais beaucoup de vous. Après avoir fait le constat, on s'est réunis. On a dit, on va commencer ça. Mais on ne savait pas comment faire. J'ai dit déjà, le premier marché, les premiers clients à convaincre, c'est les gens qui sont dans le même couloir que nous. Là, il fallait faire porte à porte. On entre. Il n'y avait pas de nom, il y avait rien.
Juste, on avait l'idée on vient, on dit par exemple, Arthur, on veut nettoyer, on veut nettoyer des chaussures. C'est-à-dire, on est 2 jeunes qui nettoient les chaussures. Je dis, comment ça va nous donner vos chaussures après demain, on va les amener. Je me rappelle à l'époque, parce qu'on avait fait 3-4 chambres d'affilée, mais il rien d'autre de nous. Yeah. Rigoler, carrément. Mais je dis à mon pote, c'est pas grave, vas-y. On continue. Le premier jour, on a eu 2 paires de chaussures. À l'époque, on faisait ça à 500 francs. Après 2 paires, on avait 2000 francs. Quand même, on a commencé avec 2000 francs. On a acheté 2 brosses, des savons en poudre. À l'époque, on utilisait des savons en poudre. On nettoie 2 chaussures 1000 francs. Après le lendemain, on rend à la propriété. On garde les 1000 francs. Ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, j'ai bien aimé cette idée-là, parce qu'à chaque fois, quand je dis aux gens que c'est possible de démarrer de zéro, et quand je dis démarrer de zéro, c'est de démarrer avec les moyens du bord. C'est-à-dire, une personne qui n'a absolument rien de tout ça n'existe pas. On a forcément quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour avancer. Et dans ce que tu viens d'expliquer là, il y a énormément de leçons. Première leçon, pour faire une idée de projet, c'est simple. Regarde juste ton entourage. Et vous êtes sorti, vous avez regardé la situation dans le campus. Vous êtes sorti hors du campus. Ah oui, c'est le même constat. Les gens, c'est pas que les gens sont sales. Non. C'est pas que les gens n'aiment pas mettre des chaussures qui sont propres, mais tout le monde veut mettre quelque chose de propre. Mais on n'a pas forcément le temps, on est tout le temps, parce qu'ici c'est Dakar, parce qu'il y a les charges qui sont là, il y a le travail, il y a le boulot, il y a pas mal de choses à faire. On a tellement de choses dans la tête que voilà quoi, on ne s'arrête pas parfois pour prendre soin de nous. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, l'étude de marché a été très simple. On regarde l'entourage, on demande aux gens, etc. Et puis c'est bon. Deuxième grande leçon, c'est pour démarrer, pour commencer à vendre, on n'a pas besoin de forcément créer des réseaux sociaux, un site internet, de prendre une publicité à la télé, etc. C'est-à-dire de faire une grosse communication. Gardez les gens qui sont juste à côté de vous, vos camarades, vos parents, vos contacts, etc. Et vous n'êtes pas allé loin, vous êtes juste allé voir les chambres qui sont à côté. Et c'est super simple. Troisième leçon, c'est quoi? C'est que dans un premier temps, les gens vont vous dire non, ils vont vous ridiculiser. C'est sûr. Mais les gars là, qu'est-ce qu'ils racontent? Mais qu'est-ce qu'ils viennent nous parler de oui, je viens nettoyer tes chaussures, moi je sais le faire. Ils vont vous ridiculiser. Et après, mais si vous n'êtes pas tenace, mais vous abandonnez. Et heureusement que voilà, vous avez eu l'esprit d'entrepreneuriat et vous avez continué quoi. Et il y a autre chose, il y a une autre leçon, c'est-à-dire que pour démarrer une chose, il ne suffit pas de grand chose. Donc, vous avez investi 2000 francs parce que c'est ce que vous avez. Mais ce n'est pas simplement que 2000 francs. Hein. Pour moi, la plus grosse valeur, c'est quoi? C'est le fait d'avoir travaillé pour sortir l'idée. Votre détermination, votre mindset, votre courage. Ça a de la valeur et ça a plus de valeur que les 2000 francs avec lesquels vous avez démarré. Exactement. Ça a plus de valeur que ça. Mais malheureusement, il y a un fait qui est là, quoi. C'est-à-dire que, et ça, ce n'est pas la faute des gens. Je pense que l'État a une grande responsabilité par rapport à ça. Parce qu'à chaque fois que l'État parle d'entrepreneuriat des jeunes, il parle de financement. Et les gens sont arrivés à un moment où ils associent l'entrepreneuriat au financement. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de financement, il n'y a pas possibilité d'entreprendre. Très, très paradoxal parce qu'aujourd'hui, il y a une semaine, je suis invité dans un space sur Twitter. Je disais à la dame qui modérait, je lui ai dit aujourd'hui, si vous venez dans un marché inconnu et que je vous donne 2 milliards, qu'est-ce que vous allez faire? Elle ne m'a pas répondu. J'ai dit, qu'est-ce que vous allez faire? Elle ne m'a pas répondu. Je lui ai répondu, vous n'allez rien faire. Elle m'a dit, explique-toi. J'ai dit, aujourd'hui, tu viens dans un marché, tu n'as pas de communauté. Tu ne connais pas l'impact réel. Je parle de l'impact réel de ton produit. Tu n'as pas testé. Ou de tes services. Tu ne connais pas l'impact réel. Juste une étude que tu as fait. Oui. Mais quand tu donnes l'argent, tu vas le jeter par les fenêtres. Easy. Tu vas le jeter par les fenêtres. Aujourd'hui, moi, quand je parle de financement, moi, à part l'année passée, quand je faisais partie des meilleures startups, que j'ai reçu de l'argent d'autrui. Yeah. C'est juste des fonds propres, ça rentre.
On décale les bénéfices, ça ressort, on investit. Ça entre, on décale les bénéfices. Mais c'est normal pour toi de recevoir actuellement de l'argent. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, au début, ce qu'on teste, c'est quoi? C'est la viabilité du projet. Exactement. Est-ce que c'est un bon projet? Est-ce que le marché est là? Est-ce que le besoin est là? Est-ce que le projet est viable? Et pour ça, on n'a pas... C'est-à-dire, le début, le démarrage, c'est des tests. Mais on ne teste pas avec de l'argent. Non. Mais après, les organismes de l'État qui sont là, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent donner à des gens qui n'ont même pas encore testé leur idée, ils viennent leur donner des millions. Ils vont gaspiller ça. C'est-à-dire, un projet, c'est des phases. La première phase, c'est une phase test, on ne risque pas. Après, quand oui, entrepreneur, c'est prendre des risques. C'est prendre des risques calculés. On vient, on teste. Maintenant, c'est bon. On doit accélérer. C'est à ce moment-là qu'on doit injecter parce qu'on est sûr que ça, c'est bon. On a testé, c'est bon. On met de l'argent. C'est aussi simple que ça, quoi. Et après, c'est-à-dire, vous avez commencé, etc. C'est-à-dire, quelles ont été les autres actions que vous avez menées pour vraiment développer votre activité? Après la première phase au sein du campus, les gens commençaient à parler de gauche à droite. Je me suis encore posé. J'ai pris mon téléphone. Parce que moi, j'étais trop digital, moi. J'aime trop les réseaux et tout. Je me suis dit, bon, ça ne devrait pas seulement se limiter au campus. Parce que j'ai remarqué le constat hors du campus. Donc, comment faire pour que quelqu'un comme Arthur peut s'y accéder? J'ai créé Twitter. Parce que j'étais déjà sur Twitter, j'avais beaucoup d'abonnés sur mon compte professionnel. Mais j'ai créé un compte professionnel pour cet mois, ainsi qu'Instagram, Facebook et tout. Donc, j'ai posté là-bas le boulot qu'on faisait petit à petit. Les gens hors campus nous appelaient. Alors, c'est cet Allemand, oui, allez, venez prendre nos choses et tout. Après, à l'époque, je prenais les cars rapides, je descendais dans les rues. Mais moi, je prenais les cars rapides, je ramassais tous les chaussures. Je faisais que jusqu'à 17h, je descends, je jette mon sac, je vais au ramassage. Tôt le matin, on nettoie. La nuit, je passe à prendre mes courtures, mais puis je les apprends jusqu'à 4h, 3h, je viens dormir. Le matin, on nettoyait père, vers midi, on va faire. J'ai fait cette routine pendant plusieurs mois. Mais check ça. Mais ça valait le coup. Ça valait. Il fallait une communauté. Il fallait une communauté, il fallait un cible qui était prêt à payer le prix. On a travaillé sur ça. Rien que le mois passé, quand j'ai allumé ma machine, j'ai regardé nos bases de données, j'ai retrouvé plus de 600 clients. Waouh, qui vous ont fait confiance. Et parce qu'aujourd'hui, moi, quand je parle des clients fidèles, je parle de, par exemple, quelqu'un qui est revenu. Je les ai comptés. Je ne parle même pas de nouveaux clients. Je les ai comptés, c'est plus de 600. Mais j'étais trop content. Je savais qu'il y a cette communauté que je me suis fixée depuis le début. J'ai commencé à l'atteindre petit à petit. Donc, après avoir créé les réseaux sociaux et tout, on pensait, et c'était facile avec l'Internet aujourd'hui. Tu peux aller là où tu veux. Ça, c'est aussi une opportunité que, malheureusement, c'est-à-dire les gens, ils oublient que à l'époque de nos parents, c'est-à-dire pour être célèbre, pour se faire connaître, même pour promouvoir quelque chose, tu as besoin de payer. Tu payes flyers, tu payes publicité, tu payes à la radio, tu payes pas de publicité, tu payes. Il n'y avait pas moyen de se faire un nom sans payer. Mais aujourd'hui, regardez le switch qui s'est fait. C'est-à-dire, même avant les célébrités, pour qu'on parle de célébrité, il faut être une personne qui passe tout le temps dans un média. Donc oui, je suis acteur, je suis présentateur, etc. Mais aujourd'hui, même la télé aujourd'hui, ils vont sur les réseaux sociaux pour se faire des noms. Pour se faire un nom. Et ils vont même recruter des gens, leurs présentateurs, ils vont recruter des gens qui ont une communauté sur les réseaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous les particuliers, on a un média qui est beaucoup plus puissant que les médias classiques. Ça, c'est vrai. Et tu as utilisé ça comme levier. Tu as juste utilisé ça comme levier. Ah, moi j'ai un téléphone. J'ai Internet. Il y a les réseaux sociaux qui me permettent de toucher des milliers de personnes sans pour autant, et gratuitement. Je ne paye rien. On me dit, viens publier, tu ne payes rien du tout. Tu as utilisé ça.
Et c'est aussi simple que ça. Hein? Ouais. Je pense que tu avais un associé au début de l'aventure. Comment est-ce que ça s'est passé par la suite? Oui, après, au début, j'étais avec un camarade de classe. Yeah. On travaillait ensemble après la suite. Là, il était dans d'autres activités et tout. Mais jusqu'à présent, on est en contact parce qu'il y avait le marché du campus social que lui, il gérait. Yeah. J'ai géré le marché de hors campus. Après la fermeture, il était passé dans d'autres activités. Ah, ok. Il était focus là. Ok. Jusqu'à présent, moi, je suis focus parce que je sais qu'il y a le marché, Yeah. il y a de l'argent à se faire. Ok, tu es toujours dans ça. Et la famille? La famille, parce que quand tu es à l'université, la famille, elle se dit que, voilà quoi, nous, notre fils, il est à l'université, il va être diplômé, il va travailler dans un bureau, et tout d'un coup, quand ils ont su que tu es dans ton business, quoi. Bon, déjà, je parle pas de famille de façon restreinte, je parle d'entourage de façon globale. Aujourd'hui, nous, en Afrique, au Sénégal, nous aurons la mentalité de costume, cravate, bureau, c'est-à-dire il faut porter un costume, aller en centre-ville, travailler dans les bureaux climatisés. Même si tu gagnes 100 000 francs, on s'en fout. Yeah. L'essentiel que tu te réveilles le matin, que tu te mets en costume. Mon fils a réussi. Que tu pars travailler. Donc là, je me suis déjà préparé mentalement que là, ils vont prendre ça comme un truc très banal, un truc, je sais pas comment l'appeler même, mais je savais déjà l'impact, je savais déjà l'apport que le projet pouvait m'apporter. Donc, même la famille, je les ai pas pris à première vue parce que je savais qu'un jour viendra, que moi je le veuille ou non, ils me verraient à la télé, ils me verraient faire des actions qu'ils ne pensaient pas qu'un jeune de mon âge allait faire, que ça soit au sein de la famille, que ça soit hors de la famille. Yeah. Donc, je ne me suis pas trop focus, il fallait qu'ils croient en moi, il fallait qu'ils me donnent de l'argent pour que j'investisse. Mon premier objectif était juste, il y a le projet, fais-le vivre et sois prêt à faire face à un investisseur un jour. Est-ce que c'est toujours compliqué actuellement avec l'entourage? Bon, actuellement, alhamdoulilah, parce que je m'occupe de mes petits frères, de mes petites sœurs, de la maman. Yeah. Ok. Yeah. C'est ça, hein, parce qu'au début, voilà, c'est valable pour tout le monde. Même avec les prophètes, un prophète qui vient, personne ne te croit, tu continues dans ce que tu fais, tu es constant, tu es régulier, tu es persévérant. Et puis les gens, après, ils adhèrent. C'est comme ça avec les projets aussi. Donc, parce que la famille, c'est-à-dire, il faut savoir que la famille, l'entourage, c'est des gens qui te veulent du bien. Donc, si dans leur conception, le bien, c'est quoi? C'est le bien, c'est quoi? Il faut que mon fils travaille dans une grande entreprise parce que c'est leur conception. C'est pas parce qu'ils te détestent, mais ils savent pas. C'est leur conception. Voilà quoi. Ils vont vouloir ce bien-là pour toi. Mais après, il va falloir leur prouver qu'il y a un autre bien à côté, qu'il y a d'autres possibilités à côté. Et ces possibilités-là, il faut travailler et faire des résultats. Pour moi, la meilleure manière de convaincre des gens, c'est quoi? C'est de faire des résultats. Tu fais des résultats et tu as fait des résultats. Maintenant, ils te comprennent. Et aujourd'hui, il y a les fruits qui sont là. Ils voient. C'est palpable. C'est aussi simple que ça. Tu as aussi été nominé à un concours. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bon, l'année passée, il y avait KaiJob en partenariat avec Orange. Yeah. On a lancé pour des jeunes startups qui sont là, qui sont en voie de croissance ou qui viennent juste de démarrer quelque chose pour essayer d'organiser une certaine speech. Yeah. Pour essayer de convaincre un certain jury. Yeah. Et on était là, on était aux alentours de une trentaine. Hein. Yeah, 30 business. Ouais. Du coup, on faisait partie du programme, on a assumé le programme de 7 Allemands, projet 7 Allemands. Puis qu'on était nominés parmi les jeunes meilleurs startups de l'année 2020. C'est très bien ça. C'est très bien. Et pour toi, qu'est-ce qui fait vraiment la particularité de ton business? Qu'est-ce qui fait que ça marche quoi? Qu'est-ce que tu vends vraiment? Est-ce que c'est juste que oui, ce que tu vends, c'est juste oui, je nettoie tes chaussures et puis c'est tout. Bon. Quelle est la valeur que tu apportes vraiment aux gens? Aujourd'hui,
si je parle d'entrepreneuriat, je parle d'impact social. Aujourd'hui, être entrepreneur, il faut amener un truc qui va aider la cité, qui va aider la population et qui va augmenter le bien-être. Aujourd'hui, avec cet allemand, nous, le premier problème qu'on a réglé, c'est le temps. Yeah. Vous savez que beaucoup de gens n'ont pas le temps de nettoyer les chaussures. Et aussi, beaucoup de gens ne savent pas comment nettoyer les chaussures. Aujourd'hui, quand je regarde beaucoup de nos retours, c'est-à-dire après nettoyage, beaucoup m'écrivent, me disent j'avais perdu mes chaussures à cause de l'utilisation des savons en poudre ou bien l'utilisation de l'eau de façon excessive. J'ai perdu la couleur de mes dents, etc. Ça, tu apprends que ils ne savent pas. C'est pas qu'ils ils ne veulent pas, mais ils ne savent pas et ils n'ont pas le temps. Ces deux facteurs nous étaient très utiles. Le temps et le savoir-faire. C'est pour cela, à un moment donné, je me suis dit, là, comme il y a le savoir-faire qu'il faut avoir, là, il fallait faire quelque chose. Il ne faut pas que tu te croises le doigt, que chaque chaussure, tu le prennes de manière plongée dans l'eau. Non. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit, comme il n'y a pas de formation de façon concrète à faire, il fallait aller vers l'information. À l'époque, je me rappelle, j'allais vers les cordonniers qui étaient dans les quartiers, les sirop qui se mettaient dans le coin des quartiers. Je leur ai posé des questions. Je leur ai dit, des chaussures en dés, comment ça se passe quand tu veux nettoyer une chaussure en dés? Ils m'ont dit, tu fais ça. Je dis, quand chaussures, les parties d'une chaussure sont jaunâtres, qu'est-ce que tu veux? Et tu utilises ça et ça et ça. Tu es allé te former. Exactement. C'est pour cela que j'ai dit, à un moment donné, j'ai pas pu avoir de formation de façon concrète, mais je suis allé vers l'information. Yeah. Je suis allé chercher l'information. Et avec l'Internet aussi, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis formé de façon personnelle. Là, alhamdulillah. Je vois que tu maîtrises très bien ton business. Parce que là-bas, c'est ça. Il y a énormément de jeunes entrepreneurs qui sont là, qui ont du mal à développer leur activité. Et la principale raison, c'est quoi? C'est qu'ils ne savent pas vraiment la valeur qu'ils apportent. Eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas. Parce que tu aurais pu me dire, oui, notre service, c'est un service juste de nettoyage. Mais voilà, tu as vraiment compris que derrière, les gens, ils veulent avoir quelque chose de clean. Mais ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, ils ne savent pas comment s'y prendre. Parce que les chaussures, c'est fait avec différentes matières, etc. Et chaque matière a des choses qu'il accepte et des choses qu'elle accepte et des choses qu'elle n'accepte pas. Aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est très facile, le service est très facile, ça se fait de manière. C'est une expertise derrière. Mais je vous dis, nous, plus de 70% de nos produits ne proviennent même pas de nos marchés, ça vient de la France. Vous voyez, tellement nous aimons que le client sache qu'il y a du travail qui s'est fait. Parce que beaucoup de mes clients me disent, pourtant je donnais mes chaussures à un tel gars qui est dans un tel endroit, mais c'était pas comme ça. Je lui dis carrément, je leur sors des matériaux, je les regarde. Regarde ça. Est-ce que tu as l'habitude de voir ça ici? C'est pas ici. C'est un investissement. Parce que quand on aime son business, on va faire des recherches. Voilà, on y met les moyens et puis voilà. On fait ce qu'il faut, quoi. On fait ce qu'il faut. Aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui disent que oui, au Sénégal, il n'y a pas de boulot, c'est compliqué, le chômage, etc. Qu'est-ce que tu penses déjà du marché sénégalais? Est-ce qu'il y a des opportunités? Bon, aujourd'hui, si nous regardons le marché, déjà, le premier souci à se faire, quand vous regardez le nombre d'entrants et le nombre de sortants dans nos marchés. Le nombre d'entrants, le nombre de jeunes qui sont prêts à entrer dans le milieu professionnel sont 3 fois plus que le nombre de vieux qui partent à la retraite. Il y a un problème. Donc, il faut chercher d'autres alternatives. Aujourd'hui, quand vous prenez des économistes comme Smith, au 19e siècle, quand il disait l'intérêt général et la somme des intérêts individuels. Tu te
suppose plus au 19e siècle, je crois. L'intérêt général est la somme des intérêts individuels. Moi, quand je traduisais cette phrase, j'ai dit est égal à entreprendre. J'ai dit est égal à entreprendre. C'est ça que quand je l'ai résumé, j'ai dit est égal à entreprendre. J'ai dit donc Smith parlait de l'entrepreneuriat au 19e siècle. Parce qu'aujourd'hui, quand il dit l'intérêt général, c'est la somme des intérêts individuels. C'est-à-dire aujourd'hui, si par exemple avec business expertise, si ce n'était pas business expertise, aujourd'hui c'est tellement ne pas se trouver là. Donc, expert business a amené sa pierre à l'édifice. C'est tellement amène sa pierre à l'édifice, on essaie de créer de la richesse. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Cette dynamique-là, quand on va essayer de le suivre, à un moment donné, il y aura forcément de la croissance. Ça, c'est forcé. Ça, c'est clair. Ça, c'est forcé. Donc, entreprendre aujourd'hui doivent être un des facteurs, je ne dis pas que impératif, mais un des facteurs à notre développement, surtout en Afrique. Parce qu'il y a de la richesse, il y a des opportunités, mais juste, il n'y a pas cette masse, cette main-d'œuvre qui est prête à exploiter ça. Aujourd'hui, quand moi je parle de chômage, moi déjà, je n'aime pas du chômage. Moi, je parle d'un masse inactif. Parce que moi aujourd'hui, quand je vois quelqu'un bouger simplement, faire un truc dans un coin, je le décale des chômeurs. Aujourd'hui, quand on voit la définition de chômage, il faut avoir ça, il faut avoir ça, il faut avoir ça. Moi, je ne prends pas tout ça en compte. Moi, quand tu bouges un peu, je te compte. Tu n'es plus chômeur. Donc, cette masse inactive-là, il faut la réveiller. Il faut la réveiller pour espérer le bonheur. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Il y a une masse inactive qui est là et c'est des gens qui veulent faire des choses. Hein. Mais si on veut et qu'on n'a pas les compétences, qu'on ne sait pas par où commencer, parce que l'école ne nous a pas dit concrètement par où commencer. Ça, c'est un gros souci. Aujourd'hui, à l'université, on apprend des connaissances qui sont générales. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand tu es à l'UQAT, quand tu es dans une université, tu es obligé, moi par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été obligé de me former, de rajouter des formations à ma formation à l'université. C'est pareil aussi. Quand j'ai commencé le projet, je voulais pas aller dans l'informel parce que je savais que il y a de la viabilité dedans. Donc dès le début, je me suis inscrit auprès de l'APIX, mon INEA, RC et tout. Donc il fallait aussi que je maîtrise un peu les réseaux sociaux, mais aussi les logiciels comptables qu'il fallait utiliser pour essayer de gérer de façon... Et malheureusement, c'est des petites choses qu'on n'apprend même pas à l'école. Alors que j'ai fait 2 ans à la FASEC, je ne savais même pas comment utiliser ça, les comptables. Une année dans une école de formation de la place, je savais utiliser ça, je savais tous les logiciels comptables, on les utilisait en classe. Du coup, l'enseignement général... Donc, tu fais une université, tu n'es même pas opérationnel. L'enseignement général, entre guillemets, moi je dis il faut qu'on essaye de revoir ça de manière très très générale. Je ne parle même pas à l'échelle microscopique, mais très très générale. Aujourd'hui, on ne peut pas passer 20 heures de temps en classe. Parce qu'on est dans un monde de compétences. Le savoir, tout le monde a besoin. Tout à fait. Tout le monde. Donc on le voit qu'il faut gagner. Mais la main. C'est ça qui... Vraie compétence. Qu'est-ce que tu sais faire concrètement? Aujourd'hui, quand tu vas dans le milieu de salariat, quand on parle de salaire, c'est là que les employés se distinguent. Tu gagnes le monde sans sur ça. Tout à fait. La salaire de base, c'est la même chose. Qu'un comptable, un fiscaliste, vous avez le même salaire. Le même salaire. Mais ce salaire. Ce qui se rajoute à ce salaire, qu'est-ce qui le fait? Et ça, c'est les compétences qui le font. Ce que tu rapportes, vraiment la valeur ajoutée que tu rapportes. Ton impact dans l'entreprise qui fait ta valeur dans l'entreprise. Je comprends. Alors toi, où est-ce que tu vois ton business d'ici quelques années? Bon, quand on dirigeait le projet, quand je soumettais ça à l'APIX, j'avais compris qu'il fallait d'autres perspectives dans le projet. Aujourd'hui, nous aimerons, avec cet allemand, pourquoi pas, créer des points dans tous les quartiers de Dakar en court terme, mais aussi en long terme. On aimerait s'investir dans le lavage d'automobiles, de l'ingénierie d'automobiles, mais aussi la maintenance des résidences, des propriétés, des entreprises et autres. Essayer de créer
des activités similaires à cette à moi, mais toujours dans Oui, toujours dans le nettoyage, quoi. On va démarrer par le nettoyage des chaussures. On va nettoyer des choses qui sont très simples. OK? Et puis petit à petit, on va essayer d'attaquer de plus grandes choses, quoi. Exactement. Et c'est ambitieux et puis c'est une méthode qui est très smart à mon avis. Parce qu'il y a énormément de gens qui veulent démarrer un business. Ils vont te dire que oui, moi je veux me lancer dans l'immobilier. Et dès le début, tu as un projet de construction d'immeuble. Et ça veut dire quoi ça? Toi, tu n'as rien, tu me parles de construction d'immeuble. Tu commences par c'est-à-dire la plus petite chose dans l'immobilier. Pour moi, c'est quoi? C'est le courtage. Ouais. Tu as besoin d'argent pour faire du courtage, tu n'as pas besoin d'argent pour faire du courtage. Tu vas avoir des gens qui ont des biens, etc. Voilà quoi. Tu vends un terrain, oui. Est-ce que je peux aussi le vendre à ta place? Donne-moi les infos, j'essaie de trouver des clients. Tu marches comme courtier. Tu vois des gens qui ont des appartements meublés ou vides, qui veulent louer ça. Tu prends les infos et tu vas faire ton courtage. À un moment donné, qu'est-ce que tu fais? À chaque fois que tu trouves un client, tu as une marge. Tu as gagné une marge sans rien investir. Tu n'as pas pris de risque ni rien du tout. Et au final, à un moment donné, sur le long terme, mais tu vas te faire un carnet d'adresses de clients. Ça, c'est le plus important. Le fait que tu aies un nom, une communauté. La communauté que je dis. Le mot-clé. Ça revient au même. Parce que quand tu as une communauté, c'est la communauté qui va te recommander. Même si la communauté n'achète pas, la communauté va te recommander à d'autres personnes. Ça, c'est clair. Tu vois quelqu'un comme Gora Barham, à chaque fois que les gens disent cours d'anglais, formation anglais, va voir Gora. Parce qu'il a une communauté, parce qu'il a une autorité. Il a travaillé sur sa communauté. Moi, aujourd'hui, avec cet allemand, chaque jour que je me lève le matin, il y a 3-5 personnes qui me taguent dans d'autres publications. Mais tu as vu? Seulement les chaussures, ils me taguent. Ouais, ça arrive à un moment donné, tu n'as même pas besoin de c'est les gens qui font le travail pour toi. C'est les gens qui font le travail pour toi. Et aujourd'hui, si les gens veulent te contacter pour travailler avec toi, pour tes services ou bien pour te soutenir dans tes projets à venir. Peut-être qu'il y a des gens qui voudraient investir dans ce que tu fais, peut-être qu'il y a des gens qui voudraient s'associer avec toi. C'est-à-dire, comment faire déjà pour entrer en contact avec toi? Bon, pour dire, aujourd'hui, moi, je suis ouvert à tout le monde parce qu'à un moment donné, un business a besoin de grandir, a besoin d'ouverture. Donc, tu ne peux pas rester à cette étape embryonique. Donc, il faut s'ouvrir aux gens. Donc, je suis là, je suis ouvert à tout le monde. Actuellement, nous sommes dans des projets de cantine. On a démarré ça. Mais comme faute de moyens, on est à notre première cantine. On est en discussion avec le menuisier qui devait construire ça. On a même injecté un peu d'argent pour le démarrage des travaux. Et on lance des appels à tout le monde. Nous sommes là, nous sommes ouverts à tout le monde. Des personnes qui aimeraient investir ou bien s'ajouter au projet ou bien de donner. Comment te contacter? Nous sommes sur nos pages, nous sommes sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. De toute façon, on va mettre les informations sur le. Exactement. On va mettre les informations sur le. Quelque part sur la vidéo. On va ajouter tes réseaux sociaux et everything pour que les gens qui veulent te contacter pour un service, qui veulent travailler avec toi, puissent te contacter. Mais globalement, tu es sur pas mal de réseaux, quoi. Et tu es très actif aussi. Parce que moi, personnellement, je t'ai connu sur Twitter. J'ai vu tes activités sur Twitter. Et ton dernier mot de l'interview de ce talk-là? Bon, je vais terminer par vous remercier d'abord. On est ensemble. C'est moi. Au Sénégal, avoir des gens qui croient ou bien qui ont les mêmes mentalités que vous, c'est minimum 5% de la population. Donc, si vous voyez des gens qui vous écrivent et qui vous demandent de venir partager avec eux, parce qu'eux-mêmes, ils sont passés par là, ils ont plus d'expérience que toi, ils ont vécu plus de choses que toi. Donc, ils aimeraient que vous ne trébuchez pas ou bien vous ne vous jetez pas dans des choses qu'eux-mêmes, ils avaient fait, mais ils ne vous souhaitent pas. Donc, je veux que vous remerciez. Et aussi, dire que dans l'entrepreneuriat, il faut l'amour. Ça arrive. Déjà, il ne faut pas viser l'argent très tôt. Chercher des projets viables, chercher des communautés qui sont prêtes à adhérer à votre projet.
Et ainsi, les choses vont se faire de façon très, très, très facile. Aujourd'hui, que ce soit avec Arthur, n'est pas commun à tout le monde. Donc, quand Dieu me le permet, c'est parce qu'il a vu un certain talent, ou bien quelque chose en moi qui l'a permis de m'appeler pour qu'on fasse une interview. Vraiment, je vous remercie et aussi je remercie ma communauté, je remercie mes employés, et aussi mes amis et autres. Tout à fait, hein. C'est vraiment à mon honneur, c'est tout à mon honneur parce que quand tu vois quelqu'un c'est-à-dire quand tu es dans un environnement où c'est pas évident de s'en sortir, où c'est pas évident de faire des choses, de prendre des initiatives et que tu vois des gens qui... Tu ne peux que soutenir, quoi. Et ça, c'est le minimum qu'on puisse faire, c'est se soutenir entre nous. Et c'est entre jeunes qu'on peut faire de grandes choses ensemble. On peut faire de grandes choses ensemble. Et moi, je vais te remercier pour toute la valeur que tu viens de nous partager parce que moi, j'ai énormément appris de ce que tu viens de dire. Je vais te remercier aussi parce que tu es très sollicité aussi pour ta disponibilité et ta générosité. Okay? Et nous voilà à la fin de notre interview et les gens qui viennent de nous rejoindre, donc sachez qu'ici on parle business, on parle entrepreneuriat, on va avoir d'autres invités qui vont venir. Donc si vous êtes intéressé par tout ce que l'on partage ici, abonnez-vous, partagez la vidéo si vous avez eu beaucoup de valeur. Okay, likez, mettez un like pour nous donner de la force. Okay? Et en attendant, on va se dire à la prochaine. Merci mon cher. Yeah.